travers tout ce que vous avez écrit, depuis l'histoire de la folie et jusqu'à l'histoire de la sexualité, il y a une perception de cette réalité, ou du moins il y a la perception d'un élément de cette réalité qui semble vous intéresser particulièrement et qui concerne tout ce qu'on pourrait appeler les techniques d'enfermement, de surveillance, de contrôle, bref, la manière dont l'individu dans notre société a été progressivement contrôlé. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il s'agit là d'un élément qui, déjà depuis un certain temps, depuis peut-être l'époque classique dans notre histoire, est très déterminant pour comprendre cette modernité ? Oui, c'est vrai. Si vous voulez, ce n'est pas un problème que je m'étais posé au départ. C'est petit à petit, en étudiant un certain nombre de choses, comme justement la psychiatrie, la médecine, le système pénal, que tous ces mécanismes d'enfermement, d'exclusion, de surveillance, de contrôle individuel ont paru très intéressants et très importants. Bon, je dirais que j'ai peut-être posé ces questions-là d'une façon un peu sauvage à un moment donné, au moment où je me suis aperçu qu'elles étaient importantes. Bon, je crois qu'il faut bien délimiter de quoi il s'agit et quel est le genre de problème que l'on peut poser à propos de tout cela. Il me semble que dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses plus politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisée. Simplifié. Ou en tout cas, c'est ça. Ou en tout cas, simplifié. Ou bien il s'agissait de savoir quels étaient les fondements juridiques pouvant légitimer un pouvoir politique. Ou bien il s'agissait de définir le pouvoir dans une fonction de simple conservation ou reconduction de rapports de production. Alors, il s'agissait de la question philosophique du fondement ou de l'analyse historique de la superstructure. Ceci me paraissait insuffisant, m'a paru insuffisant pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que je crois, et un certain nombre de choses dans les domaines un peu concrets que j'ai essayé d'analyser le montrent, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Bon. Deuxièmement, la question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens que l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je mets le gouvernement entre guillemets, mais en lui donnant un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait?
quel statut on leur a donné, où est-ce qu'on les a placés, dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique, les soins apportés aux malades, etc. C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc le gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastorat ecclésiastique. Pour le pouvoir ecclésiastique, pour le pouvoir politique, il est devenu un moment où ça a été très important. Et où, par exemple, maintenant, pour prendre une chose, un exemple très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement, de la surveillance et du contrôle. Par toute une série de régulations subtiles, souvent, on arrive en effet à conduire la conduite des gens, ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on redoute, etc. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai voulu étudier. Souvent, les gens ont lu ce que j'ai fait comme des sortes d'analyses à la fois compliquées, un peu obsessives, et qui mènent à ce résultat que, finalement, mon Dieu, comme nous sommes emprisonnés dans le système qui est le nôtre, combien sont nombreux les lacets qui nous enserrent, et combien il est difficile de dénouer les nœuds que l'histoire a noués autour de nous. Alors qu'en réalité, je veux faire tout le contraire. Car, lorsque j'essaie d'étudier quelque chose comme la folie ou la prison, etc., prenons si vous voulez l'exemple de la prison. Quand on discutait, il y a encore quelques années, disons au début des années 70, avec les gens sur la réforme du système pénal, une chose me paraissait très frappante, c'est que, par exemple, bien sûr, on posait la question théorique du droit de punir. Bien sûr, d'un autre côté, on posait le problème de savoir comment on peut aménager le régime pénitentiaire. Mais cette espèce d'évidence, si vous voulez, que la privation de liberté est au fond la forme la plus simple, la plus logique, la plus raisonnable, la plus équitable de punir quelqu'un parce qu'il avait commis une infraction, cela n'était pas tellement interrogé. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, était en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention technique qui a été, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Il s'agit donc de rendre les choses plus fragiles par cette analyse historique, ou plutôt de montrer à la fois pourquoi et comment les choses ont pu se constituer ainsi, mais montrer en même temps qu'elles sont constituées à travers une histoire précise. Il faut donc montrer et la logique des choses, ou si vous voulez, la logique des stratégies à l'intérieur desquelles les choses se sont produites, et montrer que ce ne sont pourtant que des stratégies, et que du coup, en changeant un certain nombre de choses, en changeant de stratégie, en prenant les choses autrement, du coup, ce qui nous paraissait évident ne l'est pas. Notre rapport à la folie, c'est un rapport qui est historiquement constitué.
Et du moment qu'il est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. Ou, je dis politiquement, en donnant au mot politique un sens très large. En tout cas, il y a des possibilités d'action, puisque c'est à travers un certain nombre d'actions, de réactions, etc., à travers un certain nombre de luttes, de conflits, pour répondre à un certain nombre de problèmes, qu'on a choisi ces solutions-là. J'ai voulu réintégrer beaucoup des évidences de notre pratique dans l'historicité même de ces pratiques. Et du coup, les déchoir de leur statut d'évidence pour leur redonner la mobilité qu'elles ont eue et qu'elles doivent toujours avoir dans le champ de nos pratiques.